tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de mes lectures du mois d'août. Donc je finissais pas mal de challenges, j'ai enchaîné pas mal de lectures et notamment des lectures hors palle. Donc que je n'ai pas encore dans ma palle parce que pour la plupart c'est des livres soit que j'ai acheté depuis, soit que j'ai prévu d'acheter puisqu'il y a des nouvelles éditions etc. qui sont annoncées. Mais de toute façon je vous repréciserai au fur et à mesure quand c'est du hors palle et si je prévois d'acheter ou non. Donc on commence tout de suite avec les BD. J'ai donc commencé par lire la BD Bergère guerrière, le premier tome de Jonathan Garnier et Amélie Fléché, publié chez Glénat. Ici on suit un village avec quasiment que des jeunes filles et les garçons sont plutôt en bas âge on va dire, puisque tous les hommes du village sont partis à la guerre, mais pour l'instant en tout cas personne n'est revenu, on n'a aucune nouvelle. Et donc les femmes ont mis en place une sorte d'armée, une sorte d'armée militaire de femmes, donc qu'on appelle des bergères guerrières, puisqu'à l'origine c'est plutôt un village où ils s'occupent des moutons, etc. Et donc chaque femme a son propre mouton qu'elle monte comme si c'était un cheval en fait. Et donc on va suivre une jeune fille qui commence son initiation, justement son entraînement pour faire partie des bergères guerrières. Et elle a notamment un copain qui lui du coup est un garçon et les garçons ne sont pas admis dans cette armée, ce qui l'embête un peu puisque lui il aurait bien aimé profiter un petit peu et tout ça. C'est une super histoire, j'avoue que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais quand je me suis lancée et c'était super, très touchant le côté amitié justement entre ces deux jeunes gens et surtout le pouvoir des femmes qui est remis en avant et qui montre qu'en fait même les femmes seules savent se débrouiller. Et voilà, ça promet de belles choses, il y a des beaux messages qui passent et donc je compte lire la suite, je sais plus à quel tome ils en sont mais je compte lire la suite parce que c'était vachement cool. Autre BD que j'ai lu et donc cette fois c'est des BD qui ne font pas partie de ma palle, il s'agit de Enola et les animaux extraordinaires. Donc j'ai lu du tome 2 au tome 6 puisque c'était les tomes disponibles sur la plateforme Nextory. Donc ma soeur a un abonnement, voilà, donc elle me prête de temps en temps. Et du coup pour mes challenges, pour marquer un petit peu de points faciles, j'ai envie de dire, je me suis laissée tenter par quelques BD que j'ai trouvées sur la plateforme. Et donc j'ai trouvé Enola et les animaux extraordinaires. J'avais lu le tome 1, je crois à l'occasion des 48 heures de la BD l'année dernière, je crois. Et donc sur la plateforme, ils avaient toute la suite, il ne manque que le dernier tome qui est sorti récemment, donc il n'était pas encore dispo. Donc c'est une BD de Chamblin et de Thibaudier. Donc voilà le tome 1, c'est une BD publiée aux éditions de La Gouttière. Donc dans ces BD, on suit Enola qui est une jeune vétérinaire fantastique, on va dire, créature fantastique. Et donc dans chaque tome, elle est amenée à rencontrer des créatures un petit peu particulières et à aider du coup les gens autour. Donc elle va rencontrer par exemple un yeti, le kraken, ce genre de choses. Elle va avoir des loups-garous, etc. Donc voilà, c'est des histoires toutes mignonnes, c'est des BD ultra courtes, elles font à peine 60 pages je crois, elles font même 40 pages pour être exact, donc c'est vraiment des toutes petites BD, c'est ultra sympa pour les enfants, pour le coup c'est vraiment du jeunesse, mais ça fait des petites pauses mignonnes quand on aime les créatures fantastiques. Et donc il me reste le tome 7 à lire qui est sorti je crois en début d'année, donc voilà, je les achèterai peut-être si je les trouve d'occasion. Je vais pas me jeter dessus, ça c'est sûr. Mais voilà, si jamais je les trouve d'occasion, j'achèterai et je lirai si jamais j'en ai l'occasion, du coup, le tome 7 pour le lire parce que c'est sympa. On passe maintenant au roman et j'ai donc lu le premier tome de Percy Jackson, Le voleur de foudre de Ray Riordan, publié dans la collection Wiz chez Albin Michel. Donc Percy Jackson, ça reste un beau classique, on n'a fait que m'en parler, il était temps que je me lance enfin dans cette lecture. Donc on va suivre Percy, un jeune garçon, attention, de 12 ans. Et oui, pour tous ceux qui pensaient qu'il était adolescent, 16 ans, non, non, non. Percy Jackson, au premier tome, est en 6e, il a 12 ans. Voilà, ça m'a surpris, j'avertis, c'est un choc, mais une fois passé, ça va. Il va donc se rendre compte qu'il est le fils d'un dieu, donc il est un demi-dieu, et il va faire la rencontre en fait de plein d'autres demi-dieux. Et forcément, qui dit demi-dieu dit quête, et donc sa première quête commence par retrouver la foudre de Zeus.
Si vous avez regardé les films, sachez que il n'y a rien à voir. Vraiment rien à voir. J'aimais beaucoup les films, on m'a toujours un peu jugée parce que j'aimais ces films en me disant qu'ils étaient absolument nuls. Et une fois avoir lu le livre, je confirme, les films sont absolument nuls. Lisez les livres, c'est 100 fois mieux. C'est pas forcément toujours ultra cohérent, comme je le disais, Percy n'a que 12 ans, c'est difficile d'imaginer ce qu'il vit en le mettant dans un corps d'enfant de 12 ans, clairement. Voilà, pour moi c'est pas complètement réaliste, les personnages sont avec des écarts d'âge assez monstrueux, il y a des passages qui pour moi sont difficiles à imaginer réalistes, mais bon, une fois qu'on passe au-dessus de ça, l'histoire est super sympa, c'est très prenant, j'aime la mythologie, donc voilà, on s'ennuie pas, et puis bon, j'ai essayé du coup de trouver les points communs avec le film, et vraiment, il y en a absolument pas. À part qu'on parle des mêmes personnages, ça s'arrête à peu près à là. J'ai hâte du coup de lire le tome 2 puisque pareil, il y a le film qui a été fait pour le tome 2. Je pense que ça n'aura absolument rien à voir, mais du coup je suis assez intriguée. Et surtout, j'ai envie d'avancer un petit peu dans la saga puisque une série adaptée est prévue sur Disney pour la fin d'année, novembre ou décembre, je sais plus la date. Mais j'aurais aimé avancer un peu pour être sûre de ne pas me faire spoiler si jamais ils sont ultra réalistes par rapport au livre. J'ai ensuite lu un service presse, donc le 3e tome de La vieille fille et le viking de Jennifer Joffre, publié chez Relica. Donc je remercie fortement la maison d'édition pour l'envoi du roman. C'est une saga que je suis depuis le début de la sortie, il y a 3 ans je pense maintenant, 4 ans peut-être. J'avais adoré le premier tome qui avait été un gros coup de cœur. Pareil pour le tome 2, donc j'avais hâte d'avoir la suite. Et donc je pensais que c'était le dernier, mais non, je crois qu'il reste un 4e tome à sortir, je pense, pour l'année prochaine. Mais autant vous dire que ça encore une fois été un coup de cœur. Dans cette saga, on suit notamment des personnages dont l'un d'eux fait un bond dans le futur puisque une faille temporelle va se créer et il va arriver tout droit de l'époque viking dans le 19e siècle. Donc un peu compliqué pour lui, mais il réussit à s'entendre puisque un petit groupe d'amis va se créer avec notamment une étudiante, si on peut dire ça, spécialisée dans le domaine viking, on va dire ça comme ça. Et donc dans cette folle aventure, ils vont s'enfuir puisque il est un peu recherché ce petit homme qui a traversé le temps. Et donc chaque tome, ils vont s'enfuir dans différents pays pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment ils ont réussi à créer cette faille et surtout comment la reproduire pour potentiellement renvoyer ce viking chez lui, tout simplement, puisque accessoirement il avait une vie là-bas avant d'arriver chez nous. C'est ultra prenant, les personnages sont ultra attachants et surtout ils sont tous ultra différents. Il y a pas mal de diversité, notamment avec un personnage qui porte un handicap, on a des personnages de différentes origines. Enfin voilà, c'est ultra diversifié et franchement bien fait. Et on s'attache à tous nos personnages même s'ils sont tous ultra différents. Et puis franchement on est vachement pris dans l'histoire et on n'a qu'une envie, c'est de savoir comment ils vont finir tous ces persos. Je me suis ensuite laissée tenter par un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers publié chez La Talente. Il faisait pas partie de ma palle à l'origine, je l'ai acheté entre temps puisque ça a été une très bonne lecture. Ici on est sur un roman un peu dystopique science-fiction et avec quand même une bonne part de psychologie derrière puisque on est dans un monde où les robots ont décidé de prendre leur liberté, leur libre arbitre et ont décidé d'arrêter de travailler dans toutes nos usines. Donc il a fallu repenser notre mode de fonctionnement. Donc voilà, on peut imaginer qu'on est dans un futur plus ou moins proche. Et on va rencontrer donc un jeune moine qui décide de changer de vie pour devenir moine du thé et donc qui va aller sur les chemins pour rencontrer les gens dans les villages. Et un jour, il va un peu péter les plombs et va décider de partir et de découvrir le monde. Et donc, on va rencontrer à ce moment-là un robot qui, lui, aimerait comprendre comment rendre heureux les gens, comment rendre heureux les humains, quel est le bonheur pour les humains. Et donc, va venir une vraie réflexion autour du bonheur, comment l'acquérir, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Et voilà, c'est assez prenant, c'est un roman assez court, il fait 130 pages et quelques, donc ça se lit quand même vachement bien. Et petite particularité que je n'avais pas intégrée avant de commencer ma lecture, tout le roman est avec un personnage non genré.
Je suis pas sûre des termes, si ça se trouve je dis des bêtises, c'est pas le terme adéquat, mais il utilise donc le pronom IEL. Donc ça m'a un peu déstabilisée pour le coup dans ma lecture, ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai pas du tout l'habitude. Ça m'a un peu modifié mes habitudes, enfin voilà, ça m'a un peu bouleversée. Mais voilà, tout le roman est écrit à Yale, donc ça peut surprendre la première fois. Mais c'est ultra intéressant de découvrir des romans qui s'écrivent complètement avec cette personne. J'ai ensuite lu Mystic Flown de Dana B. Chalice, publié chez Gulfstream. Donc c'est un livre qui ne faisait pas partie de ma palle, même s'il m'intéressait énormément. Et comme ça a été un véritable coup de cœur, je peux déjà vous dire que je l'ai commandé et qu'il arrive. Je l'attends avec impatience quand je tourne cette vidéo. Mais voilà, il va rejoindre ma bibliothèque, surtout que le tome 2 vient d'être annoncé. Donc je pense que je craquerai sur le tome 2 direct à la sortie parce que ça a été un immense coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé un livre, autant été absorbée par un livre. En fait, je ne pensais plus qu'à ce livre, c'était génial, j'ai adoré ces sensations. Donc ici, on se retrouve dans une école de magie un petit peu. Et on va notamment suivre un personnage qui arrive dans cette école, qui intègre l'école et qui est un magicien, un sorcier avec son jeu de cartes. Il est recherché par à peu près toutes les nations puisque dans son jeu de cartes, il possède la carte de mort, l'as de la mort. Et donc il peut maîtriser plus ou moins la mort et donc a un pouvoir immense avec cette carte. Et donc il est recherché par tout le monde et il essaye de se cacher parmi les autres. Il va faire la rencontre d'un autre personnage ultra attachant qui, elle, sait qu'elle va mourir. Son pouvoir est tellement destructeur que, voilà, c'est acté. Les personnes possédant ce pouvoir ne vivent jamais bien longtemps. Donc en fait, elle est déjà intérieurement préparée à mourir. Et donc ces deux personnages vont se rencontrer et vont faire des étincelles ensemble, clairement. Et ce qui fait ultra plaisir, ce qui fait vraiment du bien, c'est de découvrir pour une fois des personnages un peu différents de ce qu'on a l'habitude et pour le coup très réalistes et on sent que voilà, il y a un passé, ils sont torturés, tout n'a pas été rose dans leur vie et voir comment ensemble ils réussissent à évoluer et à aller vers du mieux à deux et c'était super cool de les voir comme ça évoluer ensemble. L'univers était ultra bien construit et j'ai complètement été prise, j'ai très envie de découvrir cette école qui a l'air merveilleuse clairement et voilà, j'ai juste adoré et notamment aussi le mélange. On ne sait pas trop finalement si c'est dans notre monde avec de la magie ou si on parle d'un autre monde parallèle mais que le nôtre existe vraiment. J'aime ce flou sur ces univers, sur qui est où, comment on se positionne. Et donc j'ai hâte d'avoir le tome 2 en espérant d'avoir plus d'infos justement sur ce monde, ces mondes, comment tout ça s'organise. J'ai adoré, je peux que vous le conseiller. Si vous aimez un petit peu le fantasy fantastique, foncez, il est vraiment super. J'ai ensuite lu le premier tome du Royaume des Damnés de Kerry Maniscalco, publié chez De Saxus. J'avoue que je l'ai acheté à l'origine parce que je le trouvais magnifique. Voilà, il était juste sublime. Ma couleur préférée étant le violet, pour moi c'était impensable de ne pas le prendre. Le résumé m'intriguait mais c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai vu beaucoup d'avis assez mitigés passer pour le coup avant que je me lance dans la lecture. Soit les gens aimaient, soit les gens n'aimaient pas forcément, voire pas du tout. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je peux déjà vous dire que ça a été un gros coup de cœur aussi. Ça a été assez surprenant cet été parce que j'ai eu très peu de très bonnes lectures coup de cœur sur le début d'année. Ça s'est arrivé mais ça a été plutôt sur des suites de sagas donc j'avais peu de surprises sur le fait d'aimer la suite d'une saga que j'aimais déjà. Et c'est vrai que là j'ai du coup enchaîné dans mes lectures vraiment ce coup de cœur de Mystic Flown et donc ce coup de cœur du Royaume des Damnés. Et donc ça m'a fait un bien fou d'avoir deux lectures à la suite qui étaient vraiment juste formidables. J'ai fait cette lecture en lecture commune avec Tania, ma bulle imaginaire, qui elle l'avait déjà lu et faisait une relecture pour se lancer dans le tome 2. Et voilà, elle l'aimait aussi, elle avait vraiment bien aimé et pour le coup, voilà, ça l'a fait aussi avec moi. Ici, on va suivre Emilia, donc, qui est une sorcière et qui a une sœur jumelle. Et donc le roman commence avec le meurtre de sa sœur jumelle qui va forcément retourner Emilia de l'intérieur et elle va essayer de comprendre pour qui, pourquoi, comment, etc. Depuis toujours, sa grand-mère leur dit de se protéger, elle porte des amulettes qui leur permettent de se cacher, de faire attention aux démons, etc.
et Emilia dans cette détresse pour comprendre ce qui est arrivé à sa sœur et comprendre aussi rapidement, elle va rapidement aussi comprendre que sa sœur visiblement faisait des choses un peu louches, obscures, tout ça, tout ça. Et donc elle va désespérément tout chercher et donc finir par invoquer un démon, tout simplement. Soyons fous. Donc voilà, Emilia c'était la fille très carrée, qui suivait toujours les règles, qui faisait attention, et donc elle va tout lâcher et va décider d'invoquer un démon. Elle va donc faire la rencontre de Colère. Alors j'ai trouvé très intéressant de garder en fait cette émotion, ce vice entre guillemets associé à ce démon comme son prénom. Donc voilà, pour le coup j'ai vraiment aimé cette... Je sais que beaucoup n'ont pas aimé à la traduction qu'on garde ce principe. Moi je trouve que ça permettait d'avoir quelque chose de très intéressant au niveau du personnage. C'est assez subjectif. Et donc elle va faire la rencontre de Colère et elle va se poser longtemps la question de la confiance. Est-ce qu'elle lui donne, est-ce qu'elle ne lui donne pas? Et comment eux deux vont réussir à enquêter et comprendre ce qui est arrivé à sa sœur et à d'autres sorcières, puisqu'en fait sa sœur n'est pas un cas désespéré seul, mais vient bien d'une... Donc voilà, autant vous dire que j'ai adoré, j'ai été très rapidement prise dans cette un peu enquête pour comprendre ce qu'il en était, cette découverte de l'univers avec ces démons, comment la magie fonctionne, comment les deux fonctionnent ensemble, voir ces deux personnages avec quand même une certaine alchimie alors qu'en fait ils sont censés se détester mutuellement de base, mais voir que finalement il y a quand même une bonne entente qui s'installe. Et puis surtout, j'ai aimé que ce soit un livre qui quand même une part assez sombre. C'est quand même, voilà, on parle de démons, on parle de mort, on n'est pas sur de la magie toute rose qu'on peut avoir l'habitude dans du jeunesse. Donc voilà, j'ai bien aimé ce côté mystérieux, etc. Et la fin nous laisse sur un mystère encore plus gros, puisque voilà, c'est absolument affreux comme fin. Je suis contente de ne pas l'avoir lu à la sortie à cause de ça, et d'avoir attendu un petit peu, puisque du coup le tome 2 sort en octobre, je crois, de mémoire, ou novembre. Mais là, il arrive. Et donc je suis contente parce que vu la fin, j'aurais eu du mal à attendre aussi longtemps entre le premier tome et le deuxième tome, parce que c'est juste affreux, je veux savoir ce qu'il en est. Je veux avoir la suite. Et là ce sera long puisqu'il y a un tome 3 et que le tome 3 ne sortira pas tout de suite. Mais voilà, celui-ci je peux que vous le conseiller aussi, il est sombre, il y a de la magie et voilà, c'est super cool. Dernier roman de ce bilan lecture, il s'agit de Galant de Vishfab, publié chez Lumen. Alors, c'est un livre qui est hors palle, puisque je ne le possède pas, je l'ai emprunté pour le challenge. Mais je sais d'avance que je vais l'acheter, puisque une version collector est annoncée pour la fin d'année. Donc voilà, c'est un livre qui me faisait très envie. Je sais que le collector va sortir, j'avais prévu d'acheter le collector avant le challenge, avant de voir qu'il était vraiment dans le challenge, etc. Donc je sais que je l'achèterai en collector de toute façon, mais il est déjà lu. Ça a été dans l'ensemble une très bonne lecture, même si j'avoue que je m'attendais à un peu plus au vu de ce qu'on entend tout autour de Vishfab, de tous ses romans, et notamment celui-ci qui a fait quand même pas mal de bruit. Dans ce livre, on suit Olivia, donc c'est une jeune orpheline qui est muette, donc voilà, petite particularité, et qui va un jour recevoir une lettre à l'orphelinat qui lui dit qu'elle est invitée par son oncle qui est ravi d'avoir enfin retrouvé sa trace, et que voilà, elle est invitée à revenir au manoir familial. Et donc l'orphelinat ne réfléchit pas trop longtemps avant de l'acheter dans une voiture et de retourner au manoir familial. Et l'accueil arrivé là-bas va être un petit peu plus froid que ce qu'elle attendait, puisque son cousin ne veut pas d'elle, veut juste la dégager clairement. Et visiblement il y a un mystère assez profond au niveau de ce manoir, puisque le seul souvenir qu'elle possède de ses parents avant d'avoir été recueillie à l'orphelinat est un journal intime de sa mère, dont la dernière lettre lui est adressée personnellement et qui finit par « Surtout, ne te rends jamais à Galant », Galant qui n'est autre que le manoir familial. Elle va quand même y aller du coup, et donc forcément va s'en suivre pas mal de petites choses, et notamment de choses assez sombres. C'est une histoire qui est assez prenante, je l'ai lue sur une seule journée tellement j'étais à fond,
et que voilà, c'était le challenge. Donc je voulais le lire vite, mais il se lit tellement bien que j'ai pas eu l'impression de faire une overdose de lecture en le lisant aussi vite, clairement. C'est assez poétique, au niveau de la mise en page, on a des illustrations. Enfin, c'est très travaillé au niveau de l'édition, ce qui rend la lecture très agréable et nous immerge vraiment justement dans cet univers. On a une réplique du journal, de ce fameux journal intime. Donc ça c'est pareil, ça rapporte quand même une certaine immersion dans l'histoire. On a beau avoir l'écrit quelque part, l'avoir vraiment sur le format journal, c'est ultra intéressant. Le seul petit bémol, on va dire, et je pense que c'est ce qui a un peu gêné aussi ma lecture et qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, c'est que, donc comme je disais, le personnage principal, elle est muette, donc forcément elle ne parle pas, ça va ensemble. Et donc c'est un livre où il y a très peu de dialogue, et c'est vrai que j'ai pas l'habitude finalement, et ça m'a un peu dérangée. Alors il y a un peu de dialogue, mais du coup c'est souvent soit du monologue avec un autre personnage en fait qui va parler tout seul et imaginer les réponses ou les questions qu'elle peut se faire dans sa tête, soit des fois on a une sorte de dialogue où on a ce qu'elle dirait, mais du coup qu'elle ne peut pas dire. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose d'un peu particulier. Donc c'était la première fois que je rencontrais une héroïne muette, un personnage principal muet. Et c'est vrai qu'au niveau de la lecture, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de ce côté parlé, forcément. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai un peu moins apprécié ma lecture que ce que j'aurais pu, puisque en soi l'univers est franchement très sympa. Dans l'idée, l'univers m'a un peu fait penser à Shadow House, qui était un roman, une série sortie il y a longtemps maintenant chez Hachette, je crois. J'avais lu le 1 que j'avais franchement trouvé nul, et j'ai pas été plus loin. Mais dans l'idée d'un manoir un petit peu hanté, etc. On était un petit peu dans la même vibe et du coup pour le coup celui-ci est clairement meilleur. Donc je comprends tous les gens qui ont adoré, c'est sûr que la plume est ultra addictive, on est vachement pris dans l'histoire, dans l'intrigue, je ne comprenais pas, ce manoir me hantait aussi, mais c'est vrai que quand on a l'habitude du dialogue, etc., ça peut manquer un peu. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture. Je suis contente, j'ai quand même pas mal lu au mois d'août malgré tout, sachant que j'étais au travail en pleine rentrée scolaire en papeterie, donc voilà, ça a été un peu fatigant au niveau du rythme, mais je suis contente parce que grâce au challenge, j'ai réussi à lire et pour le coup à ne vraiment pas abandonner la lecture, donc je suis assez contente de moi. En plus de ça, j'ai fait de très belles découvertes avec des très bonnes lectures, des coups de cœur, donc je suis ultra contente, ça m'avait un peu manqué d'avoir cette addiction au livre et du coup une fois qu'on a un coup de cœur on a envie de relire encore plus pour avoir d'autres coups de cœur, donc c'est vrai que ça m'a mis dans de bonnes conditions pour lire encore plus. Dites-moi en commentaire vous quelles ont été vos lectures au mois d'août, si vous avez beaucoup lu ou pas, et si vous avez eu des coups de cœur et ce que vous avez pensé de mes avis notamment au niveau de mes coups de cœur. Je sais que pour certains les livres étaient mitigés, donc voilà, si vous avez des avis divergents n'hésitez pas à en parler en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à vous abonner si c'est pas encore fait parce que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés en fait. Donc ça fait trop plaisir, on approche rapidement des 600 abonnés donc c'est trop cool. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.